Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans SOS Carabin, un podcast proposé par Egora, le site d'actualité des médecins. Je suis Justine Morel et je suis là pour vous aider, vous étudiants en médecine, à réussir votre cursus. Dans chaque épisode, je reçois un invité qui répond aux questions que vous vous posez sur la mémorisation des cours, la gestion du stress ou encore la préparation des écosses. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la rédaction de la thèse de médecine. La thèse de médecine. Si vous êtes arrivé à cette étape, c'est que vous êtes tout près du but. Mais entre le choix du sujet, la formulation de la question de recherche, le repérage des sources et le choix de la date de soutenance, vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique, pour vous aider à y voir plus clair, j'ai invité le docteur Michael Rochois. Médecin généraliste à Outreau, dans le Pas-de-Calais, il a déjà encadré une 60aine de thèses, et il a même écrit un livre sur le sujet, intitulé « Rédiger et réussir sa thèse de médecine », paru aux éditions Ellipse en 2025. Bonjour docteur Rochois. Bonjour Justine. Alors pour qu'on comprenne bien ce qu'on doit faire exactement, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont les attentes du jury sur cet exercice en particulier ? Le jury, ce qu'il veut, c'est avoir la preuve que l'étudiant a pu s'initier à la recherche, a pu montrer un esprit critique sur les données scientifiques qu'il a compulsées pour son introduction, pour sa discussion, qu'il a pu décider d'une bonne question de recherche, adapter sa méthodologie à cette bonne question de recherche, bien décrire la méthodologie, obtenir des résultats qui sont ce qu'ils sont, hein. Le jury n'attend pas des résultats qui forcément doivent être publiés dans le New England Journal of Medicine. Ce qu'il faut, c'est que la forme soit correcte, en fait, surtout, et que on ait un article scientifique court et structuré au format introduction, méthode, résultat, discussion. Bon, une fois qu'on sait ça, quelle est la première chose à faire quand on doit écrire une thèse ? La première chose à faire, c'est de ne pas réfléchir trop longtemps et de lancer assez rapidement son travail. Heu, C'est-à-dire pas forcément lancer sur un sujet préarrêté, mais déjà choisir quel outil on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser Word, OpenOffice, Google Docs ou d'autres? Et avoir un modèle de thèse qui peut être fourni soit par le directeur de thèse, soit le mien qui est disponible gratuitement sur internet. D'autres en proposent, Emmanuel Chazard sur son site en propose, et puis parfois dans les facs, il y en a également. Donc ça permet de rapidement avoir un seul outil de travail déjà décidé et de pouvoir ensuite écrire dessus. Et alors, une des premières choses à faire quand on doit rédiger une thèse, c'est de trouver un directeur de thèse. Comment on fait Alors, je vais vous dire déjà une chose qu'il faut éviter de faire à mon sens, c'est envoyer un mail non personnalisé, envoyé à 12 personnes par exemple, dont on a récupéré l'adresse mail en disant, «Est-ce que vous voulez bien m'encadrer, sur tel ou tel sujet?» Il faut mieux avoir un mail qui soit un peu personnalisé quand même, en expliquant aussi éventuellement pourquoi on propose à cette personne plutôt qu'à une autre, parce que, il y a eu du bouche à oreille, parce qu'on a assisté à la thèse de quelqu'un, et qu'on veut à tout prix travailler avec ce directeur formidable, ou parce que c'est une personne qu'on a croisée en stage. Alors classiquement, j'encadre, enfin je propose systématiquement aux internes qui sont en stage chez moi, de les encadrer s'ils le souhaitent, évidemment. Et puis, une autre solution, c'est d'aller regarder les thèses qui ont été soutenues, dans la faculté où on est, et puis, se dire: «Bon, bah, j'ai envie de travailler sur, l'IVG par exemple, en médecine générale, qui a encadré des thèses sur l'IVG en médecine générale?» Et puis, proposer à ces directeurs qui probablement ont un intérêt pour ce thésard. Éventuellement, on peut proposer aussi, au précédent thésard, celui qui a écrit une thèse, sur l'IVG en médecine générale, est-ce que ça l'intéresserait d'encadrer? Je mets un petit bémol là-dessus, c'est qu'il faut quand même s'assurer que le directeur soit, on va dire, compétent. Si c'est un directeur de thèse dont ça va être la toute première thèse, qui n'a jamais été formé, peut-être c'est un peu plus, risqué, mais ça ne veut pas dire que ça va être nul, hein. Il y a des gens qui démarrent la direction de thèse et qui font ça très, très bien, et aucun souci. Mais juste, forcément, il y a un peu plus de risque si c'est la première thèse que si c'est la 50e, quoi. Et un autre élément qui est important, c'est évidemment le sujet de la thèse. Comment on le trouve ? Est-ce que c'est grave si on n'a pas forcément d'idée originale ? Comment ça se passe exactement ? Non, pour l'originalité, vraiment l'originalité absolue, ça n'existe pas, quoi. Enfin, ou très peu. Je veux dire, c'est exceptionnel d'avoir, un travail qui soit,
où tout le monde se dit: «Mais oui, mais ça n'a jamais été fait, quoi». Et quand ça arrive, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que l'introduction, bah, il y a quasiment pas de littérature donc on trace, ça rapidement. La discussion, bah, la comparaison à la littérature, il y en a pas non plus. Donc ça permet de diminuer fortement la partie, revue de littérature et tout ça. Donc ça a un vrai intérêt de rechercher une certaine originalité et une certaine, précision en fait, d'avoir un sujet assez précis, un peu de niche en fait, parce que ça permet de diminuer les recherches sur si vous travaillez sur le diabète, si vous devez lire tout ce qui existe sur le diabète, vous ferez jamais votre thèse quoi, c'est pas possible. Ouais. Donc il faut mieux avoir un sujet de niche, au sein du diabète par exemple, plutôt que quelque chose qui serait trop large. Ça c'est un premier point et après comment on trouve son sujet? Ce que je recommande toujours, c'est de poser la question des vrais centres d'intérêt. Alors parfois, les internes, disent, «J'aimerais bien travailler sur les vaccinations, méningocoques», par exemple, ça c'est un grand classique. Dès qu'il y a des nouveautés, vaccinales, on se dit: «Bah, ouais, il y a moyen de faire une thèse là-dessus». Ou je sais pas, le HPV chez les garçons. Heu Mmh. mais alors j'entends que c'est un sujet, qui est intéressant, mais il faut quand même se poser la question: «Est-ce que c'est un vrai centre d'intérêt personnel ou c'est juste, un peu une opportunité?» et voilà. Hem, avoir un vrai sujet qui nous intéresse, et ça veut dire, je sais pas, ma passion c'est la trompette dans la vie, et je voudrais savoir comment on peut associer les, trompettes et médecine. Est-ce que, je sais pas, est-ce que les trompettistes ont plus de souffle? Est-ce qu'on peut faire des spirométries à des trompettistes? Est-ce qu'ils ont certains types de blessures? Est-ce que, ils utilisent certaines pommades ou autres? Enfin, j'en sais rien. Mais, en tout cas, vraiment ne pas se fermer de porte. Donc vraiment, on peut faire des pas de côté et même, étudier, je sais pas moi, l'histoire de la médecine, ça peut être aussi intéressant pour une thèse, de médecine. C'est, très bonne question. Alors, les pas de côté, c'est vraiment une bonne expression, je trouve. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir une certaine originalité, d'avoir un sujet qui plaise, à nous en tant que thésards, mais aussi au directeur potentiel jury. Et puis, l'autre pendant de ça, c'est que depuis 2017, il faut que les thèses soient faites dans la discipline. Ça n'existait pas avant 2017, on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc l'histoire de la médecine, ça passait. Depuis 2017, c'est un peu plus complexe, et ça dépend en fait des décisions locales. Chaque DMG, chaque département de médecine générale en tout cas, et c'est probablement vrai aussi dans les autres spécialités, a un peu ce droit de regard pour dire ce qui, oui ou non, entre dans la discipline et chacun a en plus, une certaine, vision de la chose et donc des sujets qui pourraient être acceptés, à Paris, à Brest ou ailleurs vont être refusés par exemple à Lille et vice versa. Et alors, une fois qu'on a son sujet, on sait un petit peu, dans quelle direction on va aller en tout cas. Comment on fait pour, organiser son emploi du temps? Pour, vraiment se dire, «Bah, là, je vais consacrer, tant de temps à la rédaction de la thèse, aux recherches» et cetera. Parce qu'on sait que quand on est, interne, on a quand même, les stages, les gardes et cetera. C'est pas facile de s'organiser. En fait, c'est très variable le temps que ça va prendre une thèse. Il y a des gens qui font leur thèse en 3 mois, 4 mois. C'est rare, c'est plutôt des gens qui sont dans une situation d'urgence. Ils arrivent à la fin de leur cursus, et ils ont une obligation de soutenance parce que sinon, ils auront fait 9 ans de médecine pour rien et là, bon, du coup, en 3 mois, ils peuvent faire leur thèse. Mais en moyenne, on est plutôt autour de 18 mois avec des gens qui vont mettre 1 an et puis des gens 2, 3 ans parfois. Ça peut être vraiment, vraiment plus long parce que parfois, il y a des événements de vie, aussi qui expliquent tout ça, hein. Mmh. Le problème, c'est intégrer des événements de vie imprévisibles dans notre planning, par définition, c'est compliqué. Donc ce qui par contre est faisable, c'est de se prévoir des créneaux planifiés, réalistes, comme si on avait des rendez-vous chez le médecin ou des rendez-vous qu'on va pas annuler, heu et les mettre pour la thèse. Se dire, je sais pas, tous les lundis soirs, je vais de 18 h à 19 h, c'est mon créneau de thèse. C'est une possibilité, qui permet d'avancer très concrètement sur la thèse, mais après faut aussi se déculpabiliser. C'est compliqué, hein, de passer la thèse, pendant l'internat et tout et chacun fait comme il peut et on est avec des gens qui ont quand même des bonnes habitudes de travail quand même malgré tout, Oui. et donc ça va bien se passer, quoi. Mmh. Et alors, une fois qu'on a le sujet, qu'on doit se lancer vraiment dans les recherches, où est-ce qu'on doit, aller? Sur quel site on doit se rendre pour, repérer toutes les sources bibliographiques qui nous seront nécessaires? Alors, on a parlé là tout à l'heure d'avoir un sujet un peu vague. Déjà, il faut qu'on puisse affiner un peu la question de recherche. Ça va venir on va dire, d'un va-et-vient entre, lire quelques articles, explorer ces articles, commencer à écrire. Enfin, ça, c'est en tout cas, c'est la méthode pragmatique que moi je recommande. C'est pas forcément celle que tout le monde va conseiller. Certains vont dire: «Non, il faut avoir vraiment défini la question de recherche avant, de commencer à vraiment lire la littérature, mais je pense que les 2 se nourrissent, quoi. C'est la question de recherche se nourrit de la littérature et vice versa. Une fois qu'on a envoyé le questionnaire, à tout le monde, qu'on a récupéré les résultats, bien sûr, la question de recherche là ne change plus, hein. Ouais. Je reviens là-dessus, mais on change pas la question de recherche en fonction des résultats qu'on a trouvés, hein. C'est pas Mmh. mais en tout cas, jusqu'au moment où on récupère les données, on peut un peu modifier les questions de recherche, quoi. Hem
Où est-ce qu'on va retrouver des sources bibliographiques? Ben, en fait, une première chose, si on travaille sur, un sujet, c'est d'aller déjà vérifier, ce qui se dit sur Google. Ça a Mmh. une bonne façon de faire. On peut utiliser l'IA maintenant, on est en 2026, hein, et parlons-en. On peut utiliser l'IA pour explorer un petit peu ce sujet, avec de la conversation. Alors j'ai pas de modèle de préférence, hein, ça va être, Perplexity, OpenEvidence, ChatGPT, Mistral, voilà, autre, peu importe, on s'en fiche. Il y en a Ouais. plein. Donc, après, les grands cadres, c'est Google, Wikipédia, c'est très bien en fait pour avoir une vision très générale du sujet. Mmh. Utilisez aussi un article que vous allez lire vraiment. Alors, je recommande pas forcément de lire tous les articles aussi, hein. Mais en tout cas, un article que vous allez lire vraiment, qui va être une référence. Par exemple, si vous tapez diabète, dans le New England ou de BMJ, vous allez avoir un article de référence, assez encyclopédique sur, tout ce qu'il faut savoir, mis à jour sur le sujet, quoi. Et donc ça, le lire en entier, ça permet quand même d'avoir une bonne vision et actualisée du sujet pour pouvoir ensuite creuser, nous, ce petit travail de niche dont je parlais tout à l'heure, qui constituera la thèse. Et après, oui, dans les sources bibliographiques, on va les trouver sur PubMed pour les articles en anglais, et puis il y a LISA en français pour littérature scientifique en santé, LI2SA, et Google Scholar qui peut parfois, aider aussi à retrouver des PDF qui ne sont pas accessibles. Et après, privilégier aussi, les articles, publiés en anglais dans des grosses, revues, New England, BMJ, et cetera. Ensuite, les articles, dans des moins grosses revues, mais anglophones. Ensuite, les articles en français. Alors, bah, certains vont me traiter d'hérétique, si je le dis pas, mais si vous avez un article qui a été publié dans des revues de référence, de la discipline, notamment par exemple en médecine générale, ça va être Exercer, oui, il peut être dans les premiers, il y a pas de souci. Mais en tout cas, gardez un peu, ce chemin-là, c'est gros articles dans des grosses revues et puis des articles ensuite dans des moins grosses revues, et ensuite seulement, on va avoir tout ce qui va être rapport institutionnel, HAS, Amélie, INSEE, et cetera, et les thèses. Voilà, c'est un peu l'ordre de priorité. Évitez d'avoir dans vos références bibliographiques uniquement des rapports de la HAS ou des choses comme ça, qui ne sont pas des sources primaires en fait. La HAS, va dire, bah, en fait, parce qu'il y a tel article, alors on prend telle décision. Vous, allez citer l'article directement. Et donc là, on se dirige petit à petit vers la rédaction. Quel format on doit adopter pour rédiger sa thèse? Alors là, c'est assez simple, c'est vraiment au format IMRAD, donc introduction, méthode, résultats et discussion. C'est le plan classique à respecter. Ça permet de bien structurer la pensée. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut l'écrire dans cet ordre-là. Hem, Vous pouvez écrire en général, l'introduction, vous allez commencer quand même à écrire des mots d'introduction, c'est logique. Mais à partir du moment où vous allez commencer à avoir une idée de votre questionnaire ou de comment vous allez faire, vous pouvez déjà mettre des mots dans la méthode. Donc vous pouvez, préparer des tableaux qui sont vierges en résultats, et la création de ces tableaux vierges en résultats a tendance à vous faire dire: «Oui, mais attendez, parce que là, si je veux tel résultat-là, eh bien, il faut que je recueille telle donnée, et vu comment je la recueille, je vais pas pouvoir bien, mettre le bon résultat que je veux dans le tableau». Donc ça va modifier votre méthode, et après vous allez vous dire: «Ouais, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Cette variable-là, je vais la récupérer, mais ça va être difficilement comparable parce que j'étudie, mon canton». J'aurais étudié le Boulonnais, par exemple, et le Boulonnais, c'est pas la population de médecine générale, de France, quoi. Mmh. Donc mais j'ai pas le choix parce que, c'est un travail, très précis, où voilà, j'ai besoin que ce soit, local. Et ben, du coup, dans ma discussion, je vais déjà écrire dans les limites que la population, elle est pas généralisable à toute la France, mais qu'est-ce que j'ai fait pour éviter cette limite, quoi? Vous voyez? Et D'accord. puis la force de mon travail, c'est que je vais avoir un recueil exhaustif, donc on peut déjà écrire un peu la partie discussion. Donc en gros, avant même qu'on ait les résultats, avant même qu'on ait diffusé le questionnaire, par exemple, eh ben, on peut avoir des mots dans l'introduction, dans la méthode, dans les résultats, dans la discussion, et voire même dans la conclusion. Enfin, on peut avoir écrit un peu partout. Il n'y a pas besoin d'avoir une écriture linéaire, mais plutôt avoir une écriture itérative, en fait, où on écrit, puis on revient sur ce qu'on a écrit, et à chaque fois on affine, et on a quelque chose de plus en plus, un diamant de plus en plus taillé, quoi. Donc finalement, ça peut nous permettre de gagner du temps aussi, de faire une sorte de pré-rédaction de la thèse. Exactement. Alors c'est, vraiment aussi un des leitmotifs du livre, c'est ça, c'est comment gagner du temps, comment rédiger sa thèse de façon, pragmatique, sans y consacrer toute sa vie, quoi. Et un des éléments que je conseille, moi, c'est de pas faire de brouillon, par exemple, parce qu'en fait, on veut pas que vous ayez un super brouillon, on veut que vous ayez une super thèse. Et donc, pour avoir une super thèse, il faut écrire la thèse. C'est un peu con à dire, mais c'est comme ça. Il faut vraiment écrire la thèse, quoi. Il faut avoir un modèle de thèse et d'emblée écrire dedans. Moi, mon modèle de thèse a ça, en fait, c'est pas mal de petites questions où on se dit, pour l'introduction, bah, qu'est-ce qu'on connaît sur le sujet? Qu'est-ce qu'on connaît pas sur le sujet? Ça permet déjà de remplir des cases, quoi, en quelque sorte, et de voir la thèse s'écrire petit à petit, sans avoir besoin de passer par l'étape du brouillon. Et encore une fois, je reparle des sourcés.
Quand on source, on utilise Zotero, hein, ou autre, mais Zotero, c'est gratuit, c'est celui le plus utilisé. Et donc, dès qu'on met quelque chose, on met tout de suite la source Zotero et ça sera déjà dans la thèse finale, quoi. Et du point de vue de la longueur, combien de pages exactement on doit écrire? L Je pense à peu près partout maintenant, ce qu'on veut, c'est des thèses articles, donc des thèses qui soient au format article, c'est-à-dire à peu près 10-15 pages de contenu principal. C'est peu, mais ça doit être intense. Tout ce que vous dites, il faut le sourcer et donc idéalement, c'est une phrase, une source, une phrase, une source, une phrase, une source. Voire une phrase, 2 sources parfois s'il y a besoin, enfin, voilà. La thèse, c'est 10-15 pages, mais vous avez le droit, si vous voulez, de mettre des annexes pour montrer que vous avez un petit peu travaillé votre thèse. Alors je vous dis pas non plus de mettre 100 pages d'annexes, c'est pas le but, mais avoir un peu de remise en perspective, moi j'aime bien ça. J'aime bien dire, faire un petit travail un peu historique déjà. Bon, on travaille sur l'hypothyroïdie, et bien, depuis quand on a des traitements contre l'hypothyroïdie? Qu'est-ce qui se passait avant? On en mourait comment de l'hypothyroïdie? Quelles sont les dates clés en fait? Comment ça a changé? Comment ça a évolué le traitement de l'hypothyroïdie? Éventuellement avoir quelque chose d'un peu plus, géographique. L'hypothyroïdie, comment c'est, réparti, à travers les pays? Est-ce qu'il y a un gradient nord-sud? Est-ce que, il y en a plus, dans les pays occidentaux, plus en Afrique ou autre? Bah, j'en sais rien, enfin voilà. Je dis pas du tout qu'il faut systématiquement faire ça, je dis pas du tout non plus qu'il y a des réponses à ça, mais en tout cas se poser ce type de questions, aller rechercher sur PubMed, aller explorer un petit peu ces articles qui vont être un petit peu, annexes justement, et qui pourront nourrir, votre annexe de thèse et pourquoi pas nourrir ensuite, un peu votre introduction, les résultats que vous allez rechercher ça a un vrai intérêt pour moi de faire ça. Mmh. Et au niveau de l'écriture de la thèse, le style d'écriture, qu'on doit adopter, c'est lequel exactement? Est-ce qu'on est obligé de rester, vraiment très scientifique ou on peut avoir, des petites envolées, littéraires, je ne sais pas? C'est une bonne question. Heu, c'est à voir avec le directeur un peu. Pour moi, la réponse est oui. Pour d'autres, la réponse va être non. Ça dépend un peu du directeur de thèse. Moi, je suis assez ouvert là-dessus et je trouve que c'est bien qu'il y ait une certaine, personnalité à la thèse et que les gens puissent, s'exprimer clairement. Mais vraiment, ça ne doit pas effacer la recherche absolue de clarté, quoi. Vous pouvez dire des choses, qui vont être un peu militantes, par exemple, un peu drôles parfois, si besoin, en soulignant, un truc un peu absurde. Vous pouvez le faire, j'ai déjà fait ça, il y a pas de souci. Mais il faut toujours que ce soit clair. Il faut toujours que ce soit très clair. C'est-à-dire qu'il faut pas faire de périphrase, faut pas faire de phrases trop longues comme je suis en train de faire actuellement. Il faut pas non plus d'utiliser des synonymes, éviter les synonymes pour le coup. On n'est pas dans cette recherche littéraire-là d'éviter de répéter le même mot. Il faut mieux répéter le même mot pour, désigner la même chose. Si vous dites le diabète, vous dites le diabète plusieurs fois, il y a pas de souci. Vous allez répéter les mêmes mots, mais en tout cas, vous avez une certaine attitude sur, le fond, quoi. Mmh. Voilà. Et alors, une fois que la rédaction elle est faite, comment, on planifie la soutenance et comment on trouve un jury, et une date? Alors, déjà avant que la rédaction soit finie, parce que, moi je considère que c'est au moment où on a obtenu les résultats qu'il faut planifier la thèse. Et c'est le bon moment parce que, il faut planifier 3 à 6 mois avant en général pour organiser. Il faut avoir une salle, un jury. Ça met 3 à 6 mois et donc, c'est plutôt bien. Se méfier, de certaines périodes, typiquement, septembre-octobre. Alors surtout cette année en 2026, ça c'est hyper chargé parce que, il y a en médecine générale, il y a l'arrivée de la 4e année de médecine générale et Ah donc oui. tous les étudiants qui sont en première, deuxième, troisième année doivent impérativement soutenir là et en plus de ça, il y a des étudiants qui ont fini leur internat et qui sont remplaçants et qui eux aussi veulent soutenir, là pour éviter de repayer une année ou parce qu'ils sont à la fin de leur cursus et donc, voilà, ça charge quoi, c'est assez chargé. Il y a aussi la période, avril qui a tendance à être chargée parce que, il y a des gens qui se sont déplacés de 6 mois et finissent leur internat en mai, donc c'est assez chargé au mois d'avril, hein. Juste à la fin, à chaque fois, hein, octobre et avril, sont des mois assez pleins rapidement. Petit aparté quand même aussi, ça dépend des facs. Alors, j'ai, récemment dirigé une thèse à Paris, Paris Diderot, je crois et en fait, j'ai été assez surpris, c'est la date, et le jury sont fixés à l'étudiant, qui choisit pas en fait, D'accord. Ah, c'est imposé. alors qu'à Lille, oui, c'est ça, c'est posé et donc ils disent, au jury: «Bah, c'est telle date à telle heure», quoi. Alors c'est peut-être décidé que par le président ou je sais pas, il y a peut-être quelques personnes, mais en tout cas, moi, on m'a dit: «La date, c'est ça». J'ai dit: «Bah, OK, on va faire ça». Alors qu'à Lille, c'est pas ça, c'est l'étudiant qui va choisir sa date, enfin, va plus ou moins prévoir sa date, vérifier auprès du bureau des thèses si la date est disponible. Ensuite, le bureau des thèses dit: «Oui, non, peut-être» et donc dans toutes les facs, c'est pas exactement de la même façon, quoi. Mmh. Et alors, il y a des règles, j'imagine, à respecter, pour la soutenance de thèse, notamment le temps de présentation? Est-ce qu'il faut venir avec un PowerPoint, ou autre chose, un autre support? Comment on fait?
Alors, il faut respecter le temps de parole. Il faut préparer une présentation qui soit bien structurée. C'est à voir avec le directeur de thèse aussi. Moi, je conseille d'avoir des diapositives claires, synthétiques. De manière générale, retenez cette phrase: «Vous allez mettre trop de texte». C'est vrai, à un moment donné, vous aurez toujours trop de texte. Essayez d'en supprimer. Une fois que c'est fait, continuez à en supprimer et puis une fois que c'est fait, vous en supprimez encore un peu et normalement, ça devrait être à peu près bon. Privilégiez des images ou des choses comme ça, des icônes. En fait, le problème, c'est que si vous écrivez tout, on vous écoute pas. Hem Tandis que si vous écrivez rien, qu'il y a quelques icônes, des chiffres clés, bon, bah, voilà, il y a pas grand chose à voir donc notre cerveau, il est un peu, disponible pour vous écouter. Heu, la la soutenance orale, c'est pas pour le jury. Le jury a lu la thèse, il la connaît la thèse, il y a pas de souci. La soutenance orale, c'est pour le public, c'est pour vos parents, vos familles, votre famille, vos amis. C'est eux le principal public, en fait, de ça. Donc il faut que ce soit clair, il faut montrer, une certaine pédagogie. C'est ça qui sera salué, pour la soutenance orale, c'est, est-ce que c'était clair? Est-ce que les gens dans la salle ont pu comprendre à partir des éléments qui ont été rapportés? Est-ce que c'est cohérent aussi avec la thèse, hein? Parfois ça répond aussi à des questions qu'on a pu laisser en suspens dans la thèse, parce qu'on s'en est rendu compte après l'impression. Et donc voilà, ça peut être l'occasion et du coup le jury dit: «Ah bah oui, ça c'était une question en lisant, je me suis posée et je vois que tu l'as mis ici», voilà. Et ça peut être l'occasion aussi de voilà, de reprendre un tout petit peu d'annexes, des choses qu'on n'avait pas mis dans l'article parce que c'est une thèse article et que donc on n'a pas forcément une grande place pour l'histoire, mais peut-être commencer un peu sur l'histoire de l'hypothyroïdie et puis embrayer sur l'introduction et avoir ça doit raconter une histoire. Il faut que ce soit vraiment un truc logique quoi, qui parte du début, on se dit: «Ah l'introduction, ah bah oui, la question elle est logique. Ah beh, du coup, cette question, bah oui, bien sûr, la méthode qu'il utilise, c'est celle qu'il fallait utiliser. Les résultats, bah voilà, c'est ça et il la discute hyper bien. Bah oui, tout est logique, quoi. Vraiment, il faut que les gens se disent ça. Il faut que ça raconte une histoire à la fin. Une fois que c'est fini, on referme un livre, quoi. On a vraiment, compris un truc, on a vu un petit chapitre, un travail de niche sur un petit sujet, mais, on l'a bien traité et tout est clair dans notre tête. Et il faut que la présentation orale raconte une histoire également. Mmh. Et pour finir, j'aimerais vous demander un petit peu, si vous avez des ressources à conseiller. On a évidemment parlé, de votre livre, mais, je ne sais pas, peut-être que vous avez, des idées de podcasts ou de sites internet qui pourraient, être utiles à nos auditeurs? Oui, alors, bah, pour le coup, je les cite, déjà dans mon livre, donc achetez mon livre, c'est très bien. Faites-le vous offrir par votre maître de stage, par vos parents à Noël, à Pâques, j'en sais rien. J'ai besoin de ces droits d'auteur pour continuer à publier. Non, c'est pas vrai, hein, pas du tout. Les droits d'auteur sont évidemment minimes et c'est pas du tout, c'est pas du tout à la hauteur du temps passé, sur ce type de travail, hein. Ne n'écrivez jamais de livre pour les droits d'auteur, ça ne marche pas, hein. Ne faites surtout pas ça. C'est pas mon premier, hein, donc je savais, hein, il y a pas de souci avec ça. Donc oui, non, aussi des références, j'en cite quelques-unes, il y a notamment le site d'Emmanuel Chazard qui lui aussi, heu, a fait ça, qui est professeur de santé publique à Lille, et Emmanuel Chazard, donc Chazard et sur son site, chazard.org et bien vous pourrez retrouver, facilement, son livre qui s'appelle Objectif thèse et il y a plusieurs niveaux en fait, il a gradé ça pour avoir une complexité, de plus en plus grande en fait, pour des gens qui veulent des choses très poussées, notamment en santé publique, ou pour des gens qui ont envie d'informations plus générales. Il y a le livre de Paul Frappé, Initiation à la recherche, qui date de quelques années maintenant, mais qui évidemment n'est pas du tout daté. Ancien président du collège de la médecine générale de Paul Frappé, hein, donc voilà, quelqu'un qui connaît un peu ce dont il parle. Il y a le livre aussi de Jean-Pierre Lebeau, Initiation à la recherche qualitative en santé, qui est un must-have, pour la recherche qualitative. Et puis, il y a la rédaction pour la recherche en santé de Hervé Maisonneuve, Marie-Ève Rouget-Bugat et Evelyne Decullier qui est aussi, je vais pas dire c'est le défaut parce que ça serait vraiment, très malvenu. En tout cas, là où le mien se positionne un peu différemment, c'est, il est plus sur le côté très pragmatique, et parfois vraiment hérétique, on va dire sur le point de vue purement académique, en disant: «Oui, vous pouvez modifier un petit peu votre question, là vous pouvez essayer d'accélérer en faisant ça, ça». C'est plus ces conseils pratiques-là qui vont être plutôt absents des livres que je viens de citer, qui sont eux beaucoup plus, consciencieux, sur ce que doit être une vraie recherche en santé, et voilà, mais qui sont de très bons livres, hein, je les cite pas pour rien. Et puis un dernier truc, c'est, le site Lebcam de Nicolas Deschanot, LEPCAM pour lire, écrire, publier et communiquer des articles médicaux. Voilà, tout est dans le titre. Je crois qu'il y avait aussi, Hervé Maisonneuve aussi avait fait un guide pratique du thésard en vidéo sur YouTube, il me semble. Je sais même plus ouais, c'était des vidéos, je crois. Voilà qui peut être utile. Bon, bah, Ça fait pas parfait, mal de bah, choses.
Ça fait beaucoup, je pense qu'on est bien outillés maintenant. Mais en tout cas, merci beaucoup Mickaël pour toutes ces informations. Et si vous voulez aller plus loin, donc on l'a dit, vous pouvez aller consulter le livre du docteur Rochefort, Rédiger et réussir sa thèse de médecine. On vous mettra le lien en description de cet épisode. Et donc nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de SOS Carabin. Et s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message à jmorel@gmsanté.fr, Morel Maurel. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur Instagram, notre compte c'est Egora News. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez mettre des petites étoiles et des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Justine.